Du coup, c'était quoi cette mission là en fait, où on tue des prisonniers Je sais pas, on s'en branle pas vite fait les prisonniers? Parce que, en fait, il y avait des arachnides tout à l'heure. Si les arachnides, je les fais rentrer, ils vont tuer les prisonniers. Les prisonniers vont tuer un peu d'arachnides. Ça va m'arranger, moi, dans mes plans. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de me faire chier avec vos prisonniers, j'en ai rien à foutre. Dans les prochains X-Men, ils vont changer l'origine story de Magneto pour qu'elle fasse plus écho à l'actualité. Il sera noir aux US durant la ségrégation. En fait, ce qui est chiant, c'est que... Ça, par exemple, c'est Nico qui le dit, je suis complètement d'accord avec lui. C'est plutôt que de créer un nouveau personnage qui va avoir son histoire, en fait, ils prennent d'anciens personnages et ils changent complètement leur histoire. C'est chiant, putain, faites-en des nouveaux. Arrêtez de prendre toujours les mêmes et de leur donner 170 vies, c'est relou. Passez un peu à d'autres trucs. Pendant la ségrégation, le fait qu'il soit noir, ok, c'est super, au contraire, c'est une bonne idée. Mais faites-le avec un autre perso, pas avec Magneto, cassez les couilles. Puis en plus, oui, je suis assez d'accord, dans le sens où la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même pas si loin non plus, hein, faut pas exagérer. Hein. J'ai re-regardé les Jurassic Park récemment, et j'aimerais ton avis. Toi qui adores Jurassic Park, tu en penses quoi du Giga Spino du 3? Le Giga Spino. Moi, le Spino, je le trouve cool. Il est vraiment bien, mais par contre, c'est un Spino qui n'existe absolument pas. C'est un Spino qui a été fait à la va-vite sur les conseils de Jack Horner. Alors, à la va-vite dans le sens où il voulait à tout prix avoir un méchant. Le Spino, à l'époque, on devait en connaître 10% du squelette. Non, c'est juste pas possible. Tiens, puisque tu m'as lancé là-dessus, on va faire un truc. On va faire un petit truc, tiens. Un jour, je pense que je ferai une espèce de conférence sur ça. Même si j'ai prévu d'ouvrir une autre chaîne un jour où je parlerai de paléontologie. Parce que j'ai envie d'en parler et ça, c'est cool. En gros, le spinosaure, quand Ernst Römer a découvert le spinosaure en 1911 et qu'il l'a nommé en 1914, voilà tout ce qu'on en connaissait. On n'en connaissait que ça. Quelques vertèbres, quelques os à gauche à droite. C'était franchement... on n'en connaissait pas grand-chose en fait. Ça représentait ça dans le squelette. Je pense qu'on est sur, je sais pas, peut-être... Avant je disais 10%, mais je sais pas en voyant ça comme ça. Après c'est pareil, c'est la représentation qu'il en a faite aussi. Parce que par rapport à vraiment ce qu'on... Comme on décrit le spinosaure aujourd'hui, voilà, l'holotype. En gros, et encore je devrais regarder plutôt dans mes fiches, parce qu'en fait j'ai fait des fiches du coup avec les images, bon c'est pas grave. Tu me fatigues. En gros, cette version-là du spinosaure, je sais pas si je peux agrandir. Non, je peux pas du tout. Cette version-là du spinosaure qui a été découvert par Stromer, pardon. En fait, ouais, là, il y a vraiment 10% du squelette. Il y a vraiment que dalle. Euh, et le truc, c'est qu'à partir de ça, les mecs, ils ont inventé... ils sont allés chercher carrément un spino de 18 mètres de long, etc. Et en gros, ils ont comparé les fossiles du spino, aussi peu connus, surtout qu'en plus, ces fossiles-là ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Muséum d'histoire naturelle de Berlin a été bombardé, tout ça, ça a disparu, avec le crâne du Carcharodontosaurus. Et en gros, ils ont comparé les restes fossiles du Spinosaure avec ceux du Baryonyx et du Suchomimus, dont on connaît que ça. C'est-à-dire que cet animal dont on connaît quasiment rien, on a comparé ses ossements à ceux de deux animaux dont on connaissait quand même pas grand-chose. Parce que ce qui est important quand même, bon, déjà c'est d'avoir quand même le bassin, les fémurs, au moins les membres inférieurs, histoire d'avoir une idée de la dimension. Et puis aussi le crâne. C'est hyper important d'avoir le crâne. Là, dans les trois cas, on n'en a aucun. On ne connaît pas la tête exacte des spinosauridés. Donc en fait, le Spino de Jurassic Park 3 est vachement bien pour un monstre de film. Effectivement, cette espèce de gros bazar auquel on a prêté des capacités hors normes. Là, c'était un documentaire en 2014, je crois, ou non, en 2011. Là, tu le vois comme ça, il est extraordinaire, le Spinosaure. C'est une machine monstrueuse qui met à peu près 5 mètres dans la vue au T-Rex. Franchement, là tu te dis, putain, là on a vraiment le prédateur ultime que la Terre ait jamais porté. Sauf, alors pour le coup je le vois, hein, Thibaut qui dit après le Spino c'est peut-être les prémices des dinos dans Jurassic World. Non, ça c'est le problème, c'est que comme il y a les Jurassic World qui sont sortis, en fait les fans excusent Jurassic Park 3 en disant, bah ouais, mais dans Jurassic World ils ont fait des expériences. Oui, mais quand Jurassic Park 3 est sorti, il n'y avait pas tout ça.
Le film a été fait avec une autre pensée. Et le problème, c'est qu'en fait, ils essayent de raccrocher les wagons en disant non, non, mais en fait, le Spino, il a été fait à partir de nanana, nanana, nanana. Non, non, il a été fait à partir de rien du tout. On est absolument pas dans cette logique qui a été amenée avec les Jurassic World, de faire des dinosaures hybrides. Absolument pas. Là, ils ont fait le Spino tel quel parce qu'à l'époque, on disait on s'en bat les couilles, on fait des dinos parce qu'on veut faire des dinos. Cédric Jurassic, c'est pas des arachnides ça. Salut Cédric. Non, non, non. Les arachnides, on n'est plus dedans parce qu'il y a un mec qui m'a lancé sur le Spinosaure de Jurassic Park 3. Bah d'ailleurs, Cédric a parlé du Spino à l'occasion, allez voir sur sa chaîne. De toute façon, il parle de tout ce mec-là, il est affolant. Il est bon dans ce qu'il fait, merde. Et par exemple, ça c'est intéressant parce que là, ici, euh, ce qui est intéressant, c'est que en gros, là, donc sur cette photo qu'on peut pas voir, hein, du coup, parce que la vie est une pute, le, le fait est qu'on voit dans différentes couleurs différents restes de spinosaures qu'on a découverts. Ce qui veut dire que même le spino, malheureusement, un animal aussi grand, on n'arrive même pas à le trouver en entier. C'est ça qui est dingue. Donc en fait, même encore maintenant, le spino nous réserve beaucoup de surprises. On ne sait pas tout à fait à quoi il ressemble. On paraît sûr de ça. Mais ça se trouve, dans 10 ans, on va trouver un fossile entier avec des membres bien plus grands, des membres inférieurs plus grands. Et là, à partir de là, on va dire, ah bah merde, le Spino, en fait, il était vraiment, machin, voilà. Pareil, hein, j'ai acheté le dernier fascicule de Dinosaures, Préhistoire et Fossiles. Je crois que c'est Préhistoire, Dinosaures et Fossiles, plutôt le titre. Et en fait, il y a un article que j'ai survolé, parce que j'ai juste regardé comme ça. Je l'ai mis de côté pour le lire plus tard. Qui disait qu'en fait, il semblerait que les dinos qu'on connaît étaient sûrement... alors, je sais plus, je crois que par exemple, il disait pour le T-Rex, un T-Rex 75% plus grand. Parce qu'en fait, il part du principe que, en fait, nous, les ossements, et ça pour le coup, c'est vrai que c'est assez intéressant. Prenons l'exemple du T-Rex. Le T-Rex, on a découvert, je crois, pour vraiment le tyrannosaure, hein, pas les tyrannosauridés, on a découvert quelque chose comme 35 ou 37 spécimens différents de Tyrannosaurus Rex. Mais en fait, 37 sur, mettons, 5 millions d'années d'existence. Il n'y a pas eu que 37 tyrannosaures sur Terre. Il y en a eu des millions, peut-être même des milliards. Donc ça se trouve, sur des millions et des milliards, en termes de dimensions, ils ont peut-être atteint des dimensions de ouf. Donc au final, ouais, voilà, une trentaine d'individus. Donc au final, rien ne prouve que les tailles qu'on a, pardon, sont vraiment les tailles définitives. Bon, après, la loi a enfin, la nature a des lois biomécaniques, hein. Un truc peut pas non plus faire 30 mètres de long, juste parce qu'on se dit, ah, peut-être que les gros prédateurs, les gros théropodes, déjà quand on essaye de calculer la masse, la masse qu'ils pouvaient faire, déjà pour un animal de 12-13 mètres, notamment pour Scotty chez les tyrannosaures, on arrive à une masse de 9 tonnes 900, quasiment 10 tonnes. Ah, c'est bon, t'imagines un T-Rex de 20 mètres, il aurait fait quoi? Il aurait fait 25 tonnes, le truc, il aurait jamais pu se déplacer. Il aurait posé un pied au sol, il se serait pété toutes les phalanges. Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais pour ce qui est de ce putain de Spinosaur, en 2001, on n'en connaissait que dalle. Et c'est Jack Horner qui a dit ouais, c'est un grand prédateur, machin. Alors qu'à côté de ça, ce bon dieu de Giganotosaure, on le connaissait. Il a été découvert en 96. Et du coup, on le connaissait en plus à hauteur de 70%. Donc il y avait vraiment de quoi faire. Et je sais pas, ils ont voulu à tout prix le Spino, et moi ça me fatigue. Ah, je crois qu'on s'est lancé sur un débat sur chasseur ou charognard pour le tyrannosaure. Si tu as une machine à remonter dans le temps, tu vas où? Je vais en 2009, je vais voir mon moi, sans le toucher, sinon je crée un paradoxe, et je lui dis tu achètes du Bitcoin. Ça vaut 0,0001 centime à l'heure actuelle, tu achètes du Bitcoin. Et tu le revends en 2013, ensuite tu en rachètes vers 2015, et après tu le revends en 2021. Tu seras milliardaire. Et je disparais. Le Gigano ressemble trop au T-Rex, le Spino est totalement différent, c'est certainement pour ça. Oui, ces abrutis ont dit le Giganotosaure et le Tyrannosaure se ressemblent, du coup les gens vont pas faire la différence, machin. Bien sûr, c'est pour ça que dans Jurassic World on n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Maintenant, clairement,
Tiens, lui, je vais l'ouvrir sur une autre page. Tiens, on va prendre justement la dernière interprétation, enfin une des dernières interprétations du T-Rex. Tu prends le tyrannosaure et t'as le giganotosaure. Honnêtement, petit bras de doigts, bras un petit peu plus gros, trois doigts, et surtout la forme du crâne. Putain, ils sont quand même vachement dissociables. Tu sais faire la différence entre un hippopotame et un rhinocéros, faut pas déconner. Là, c'est pas parce que les deux sont bipèdes et qu'ils ont des grosses dents qu'on peut pas les différencier, faut pas être con. Surtout pour les différencier, tu peux faire un code couleur. Tu peux exacerber un peu les ostéodermes sur la gueule du dino. Merde, on va pas vous mâcher le boulot Universal, vous cassez les couilles. Je trouve cette logique débile en fait. Le rat qui a moyen, grâce à une machine, d'aller voir les vrais dinos, tout ce qu'il fait, préfère, c'est s'enrichir. Bah oui, parce que du coup, tu sais pas ce que je ferai avec mon argent. Au lieu de m'appeler le rat. Espèce de saltimbanque. Pour le tyrannosaure, elle est géniale, mais je crois que c'est celle qu'ils avaient fait pour Scotty, justement. Quand ils ont voulu définir comment dire, le T-Rex robuste. Du coup, il y a le tyrannosaure gracile et le tyrannosaure robuste. Parce que Scotty, c'était un bon gros pépère. Hein. Il va dépenser sans compter. Bon, en plus, oui, c'est Cédric qui dit ça, mais oui, enfin, du coup, tu le sais ce que je viens de dire. Comment ils choisissent les couleurs pour les dinos? Alors, ça dépend, parce qu'il y a quelques dinosaures dont on a trouvé de la pigmentation, mais sinon, pour les films, bah, ils font ce qu'ils font comme ils veulent. Hein. S'ils ont envie de mettre du noir, ils mettent du noir. S'ils veulent mettre du blanc, ils mettent du blanc, etc., etc. Au moins, dans les figurines, ils ont fait le giga vert-gris comparé au marron. Bah, c'est ça, enfin, je veux dire, tu fais juste un code couleur, c'est quand même pas compliqué. Alors après, oui, effectivement, comme le dit Cédric, au niveau des couleurs, oui, évidemment, c'est aussi en comparant avec les animaux d'aujourd'hui qui sont les plus proches des dinosaures, à savoir les oiseaux, qui sont pour une très grande majorité bardés de couleurs. Effectivement, qui sont bardés de couleurs. Donc, puis je pense que, enfin, moi personnellement, je suis convaincu que la nature se répète. Si les oiseaux aujourd'hui sont blindés de couleurs, je pense que les dinosaures l'étaient aussi. Parce que bah, les couleurs dans la nature servent très souvent à la reproduction, dans le sens où les mâles vont, comment dire, vont essayer de conquérir la femelle en étant le plus beau, en étant le plus coloré, etc. Euh, ça me paraît pas déconnant par rapport aux dinos. Après, de toute façon, c'est un truc qu'on saura jamais vraiment. Hein. Plus c'est gros, plus c'est uni. Hmm, ça dépend. Prenons ma tub, par exemple. Non, je rigole. Non, non, mais je veux dire, par exemple. Pourquoi j'ai dit ça? En plus, le pire, c'est que c'était elle qui va faire le montage. Elle va venir me chercher avec un rouleau à pâtisserie. Après, oui, c'est vrai, pour les couleurs, effectivement, il y a l'environnement. Ouais. Ah oui, tiens, t'as vu ça, Cédric, ou pas? Je pense que t'as vu ça, du coup. Ils ont fait une découverte une grande partie d'une colonne vertébrale d'une baleine du tertiaire, là, qui apparemment aurait pu être l'animal le plus lourd de la planète. Perucetus, ouais, c'est ça. Il me semble que c'est un truc dans le genre. Ah, c'est ça. En gros, ils ont découvert ça, et ils ont estimé que l'animal, je sais plus, de 200 ou de 300 tonnes, un truc dans le genre, mais genre un animal vraiment colossal, ouais. Pourtant, qui aurait été moins gros que la baleine bleue. Moins long que la baleine bleue, mais plus lourd. C'est marrant, ça. Après, c'est par rapport à la densité osseuse et tout ça. C'est pas mal sujet à controverse. Bah, de toute façon, ouais, ça vient juste de sortir. Après, franchement, quand tu vois la colonne, putain, c'est un truc de ouf, quand même. Ça a l'air bien mastoc. Bon, après, avec les dinos, il y a des colonnes bien plus impressionnantes que ça. Est-ce que les dinosaures pouvaient, comme certaines espèces, appliquer un mimétisme des couleurs de leur environnement? Comment tu veux qu'on le sache? Ça peut être intéressant, je pense que c'est pas déconnant, parce qu'il y a tellement d'animaux qui le font aujourd'hui. Hum. Bien sûr, dans l'eau, on n'est pas obligé de porter son poids, donc effectivement, on peut se permettre de grossir. C'est pour ça d'ailleurs que les baleines meurent de suffocation quand elles arrivent à s'échouer sur des côtes. Par contre, toi, au niveau de la taille, je sais pas combien ils ont estimé. Ça ressemble à une espèce d'énorme lamentin, entre 94 et 375 tonnes. Ah, de toute façon, à chaque fois qu'ils découvrent un nouvel animal, les mecs donnent toujours un poids monstrueux, et puis après, 2 ans après, ah non, en fait, a été revu à la baisse.
Après, quand même, dépasser le record de la baleine bleue, ouais, de à peu près à 180. Je crois que la plus grosse baleine bleue, c'est 190 ou 195 tonnes. Faut y aller quand même, hein. Ouais, c'est ça, faut abuser pour faire cliquer, ouais, bien sûr. Alors surtout, ouais, ce qui m'agace, c'est les sites qui relaient les infos, mais quand tu vois des fois les sites, genre, c'est Voici, Paris Boom Boom, d'accord. Attendez un peu avant de mettre des trucs comme ça. Laissez faire les pros, puis après, vous pourrez faire un article dessus. Ah oui, non, mais après, oui, clairement, c'est pas toujours les films de monstres qui abusent les tailles et les poids. C'est en fait, comme par exemple Jurassic Park, les mecs font appel aux experts. Les experts disent, bon, bah, ça faisait telle taille, ça faisait tel poids et tout. Et bah, vas-y, mec, on t'écoute, on te suit. Après, voilà, quand tu t'intéresses plus vraiment aux faits, tu te dis, ouais, d'accord, les mecs ont extrapolé de ouf. Plus c'est gros, plus ça passe. Salut! Surtout que pour celui-là, il n'y a pas le crâne. Ouais, en plus, oui. C'est vrai. Parce qu'effectivement, là, au niveau de la comment il est représenté, c'est vrai qu'on est plus sur les prémices d'un Basilosaurus, je dirais. Putain, mais comme ça. En plus, ça me tue parce que les mecs ont concrètement trouvé que cette partie-là du corps et ils t'inventent des vestiges du coup du truc. Ça se trouve, ils les avaient même pas. Ils font une espèce de queue comme ça. La queue, elle était même peut-être même pas comme ça. Bon, c'est une représentation qu'ils font telle quelle, histoire de au moins donner une représentation, mais enfin. Vous emballez pas, les gars. Même le crâne, pourquoi ils font un crâne comme ça? Ouais, ils sont vraiment partis sur un Basilosaurus du coup. En tout cas, un proche parent. Longueur entre 17 et 20 mètres. Putain. Pas mal, pas mal. Ouais, donc c'est pour ça, vraiment, hein, au niveau de la paléontologie, n'hésitez pas, quand c'est vraiment un truc qui vous passionne et tout, corroborer les dires, hein. Cherchez des infos partout, 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 partout. Là, la preuve, hein, moi je parle juste simplement de la surface. Et effectivement, c'est sujet à plein de cautions. Quand vraiment on fouille. Ah, attends, on a découvert cette partie-là du fossile aussi. Ah, ok, je comprends pourquoi ils ont mis les vestiges. Les, comment dire, les nageoires vestigales, je sais plus comment on dit. Donc ouais, c'est quand même important de se renseigner le plus possible. Donc je vous dis bonsoir, je vous dis bonne nuit. Merci à tous d'être passés. Merci beaucoup à Cédric Jurassic d'être venu. Je pense qu'il va falloir que j'organise un petit épisode sur les dinosaures avec Cédric. Ce serait très très chouette. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain. Du coup, demain même heure. Pour un petit live. Je pense qu'on fera un petit coup de maniteur, du coup. J'aimerais bien le finir, ce jeu, quand même. Ce sera pas mal. Allez, bisous tout le monde.